Pour moi, c'était inimaginable de penser que des archives avaient pu être falsifiées à ce point-là. C'est en 2014 vraiment que j'ai compris que, en fait, ce qu'on nous donnait à lire dans les archives enfin, celles qui étaient consultables, eh ben, j'ai fini par comprendre que c'était un récit pour nous tromper complètement, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a eu un récit, un roman national qui s'est construit et qu'on voit dans les archives consultables. C'est-à-dire que les archives consultables, c'est une rébellion armée, une mutinerie, avec une répression sanglante inévitable, avec 35 morts, 35 blessés. Et comme ce sont des rebelles, eh ben, il a fallu trouver les meneurs. Donc on a 48 qui ont été arrêtés, mais 34 qui ont été condamnés de 1 an à 10 ans de prison quand même, que ce sont des lourdes peines, dégradation militaire, amende, etc. Donc, cette histoire, ce récit, même les historiens, moi quand j'ai commencé les recherches, j'ai cru à cette histoire. Je voyais, pour moi les archives, elles étaient pures. Si des rapports d'officiers disaient qu'ils avaient fait ci, qu'ils avaient fait ça, moi j'y croyais. Quand j'ai vu une archive qui disait que 400 étaient restés à Casablanca lors de l'escale, j'ai cru que 400 étaient restés à Casablanca. Pour moi, c'était inimaginable de penser que des archives avaient pu être falsifiées à ce point-là. C'est en 2014 vraiment que j'ai compris que, en fait, ce qu'on nous donnait à lire dans les archives enfin, celles qui étaient consultables, eh ben, j'ai fini par comprendre que c'était un récit pour nous tromper complètement, quoi. Que ce n'était pas du tout cette réalité-là enfin, ce récit, ce n'était pas ce qui correspondait à la réalité au moment des faits. Et enfin, pour nous approcher des faits, en tout cas, il fallait voir autrement et autre chose. Je pense qu'on est sur cet ordre de grandeur, mais c'est qu'une hypothèse. Nous le saurons vraiment que lorsqu'on comptera les corps, en exhumant les corps des fosses communes. C'est vrai que Thiaroye, c'est quand même, symboliquement, c'est quelque chose de très fort. D'abord, c'est 80 années de mensonges d'État. Et je ramène ça aussi à une sorte d'affaire Dreyfus. D'ailleurs, il n'y a pas eu de militaires qui ont été graciés ou amnistiés et réhabilités via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus. Donc, à un moment donné, comme pour Dreyfus, il faut bien qu'il y ait quelqu'un au sein du ministère, quelqu'un qui a du pouvoir, qui dit « bon, on arrête là maintenant, on arrête de dire n'importe quoi, on arrête de mentir sur du mensonge ». Je pense que l'État français est très gêné. Bien sûr que ça aurait été préférable que personne ne se mêle de ça et laisse l'histoire de cette rébellion armée. Et puis voilà, donc maintenant, on sait très bien que ce n'est pas ça. Il n'y a jamais eu de mutinerie. Donc pourquoi 80 ans plus tard, l'État français n'ose pas faire ce pas indispensable de reconnaître, un, le massacre, et de deux, reconnaître aussi le mensonge d'État. Il ne suffit pas de grand-chose, il suffit juste d'un peu de courage politique. Alors c'est vrai que je pense que l'administration coloniale était profondément raciste, de toute façon. Ça, je pense que c'était un fait établi. Les hommes qui sont partis à Dakar, ce n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient partis faire la guerre. Ils avaient vu la France tomber de son piédestal et ils connaissaient leurs droits. Et non seulement ils connaissaient leurs droits, mais ils savaient qu'ils pouvaient revendiquer leurs droits. Et ça s'est télescopé en fait avec des officiers qui étaient restés sur place à Dakar, qui eux n'avaient pas du tout connu la résistance, alors que parmi ces anciens prisonniers de guerre, ce qu'on appelle les rapatriés, il y en a qui avaient donc rejoint la résistance, les FFI, et donc ça fait comme une sorte de crainte tout à coup de voir ces hommes avoir des revendications, réclamer leur dû, et avec en plus dans la population, notamment dakaroise, des élans un peu souverainistes, et cette crainte qu'il y ait des collusions entre ces hommes qui revenaient, qui avaient fait la guerre, qui avaient été 4 ans en captivité et qui revendiquaient des droits. C'était quelque chose pour l'administration tant militaire que coloniale, quelque chose qui était pour eux une surprise, mais plutôt très dérangeant. Quand ils sont revenus, ben, voilà, eux, ils aspiraient aussi à rentrer chez eux, mais dans les meilleures conditions possibles, notamment avec les soldes de captivité, les primes de démobilisation,
qui servent à regagner une vie civile dans les meilleures conditions. Et c'est ça qu'ils ont réclamé, et c'est ça qu'on leur a interdit d'avoir. On ne les a pas payés. Ousmane Sonko n'a pas du tout apprécié, parce qu'il pense qu'ils ne sont pas morts pour la France, ils sont surtout morts par la France. Et puis pourquoi 6 seulement? Donc effectivement, il faut expliquer pourquoi il n'y en a que 6. Parce qu'au ministère des Armées, il n'y a que 6 dossiers. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres noms. Mais ils ont 6 dossiers, voilà. Et même pas toujours avec des actes de décès, etc. Ce qui est important, c'est l'octroi de la mention mort pour la France. Et ça, ça a des conséquences quand même, notamment sur le procès en révision. Parce que moi, j'avais été voir le ministère de la Justice en octobre 2023, et il m'avait dit que pour innocenter les 34 condamnés, il faut officialiser l'octroi de la mention mort pour la France. Parce qu'on m'avait fait une promesse, et on n'avait pas de nouvelles. Et donc en juin, voilà, le 18 juin, c'est officiel, il y en a 6 qui ont eu la mention mort pour la France. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de mutinerie, il n'y a jamais eu de rébellion armée, parce qu'on ne peut pas donner la mention mort pour la France à des mutins. Donc déjà, ça veut dire aussi qu'ils ont des archives qui prouvent qu'ils ne sont pas des mutins. Et donc, voilà, donc en fait, le garde des Sceaux, aujourd'hui, il a la possibilité de saisir la commission d'instruction auprès de la Cour de cassation pour faire aboutir le procès en révision, comme pour Dreyfus, à nouveau. Donc c'est pour ça qu'elle est importante, même si je comprends qu'au Sénégal, ça passe pas bien, mais elle est importante au moins pour ça. Et aussi pour dire, bah, vous avez des archives, puisque vous voyez, même l'ONAC-VG, l'Office national des anciens combattants, en mai 2024, juste un mois avant, parle encore des hommes de Thiaroye comme des mutins, des rebelles, de répression sanglante, de réfractaires. Donc il faut bien que quelqu'un ait une autre connaissance du fait historique de Thiaroye que par ces termes-là. Donc ils ont forcément des archives. Et ça, c'est aussi très important pour moi en tant qu'historienne, mais aussi pour le Sénégal, de pouvoir réclamer toutes ces archives. Le comité a été mis en place donc, en août 2024, et inauguré en fait par le Premier ministre Ousmane Sonko, donc c'était quand même très solennel. Et c'est vrai que ce comité, dans ce comité, il y a 2 commissions. Il y a la commission établissement des faits, et puis d'autres, c'est pour plus la commémoration et la mémoire. Et effectivement, ils vont chercher, maintenant c'est-à-dire que maintenant les historiens sénégalais, et pas seulement, ils vont essayer maintenant d'essayer de s'approcher de la vérité. Donc, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait aussi, qu'ils acceptent les travaux des Français. Parce que c'est pas parce que je ne suis pas sénégalaise, mais j'ai quand même fait tout un travail. Donc il faut tenir compte des travaux, même si je suis de l'ancienne puissance coloniale, il faut accepter les travaux qui ont déjà été établis, surtout que j'étais très très loin dans la recherche. Mais après, leur travail vraiment important, ça sera effectivement de chercher les archives qui manquent, essayer de compenser ces zones d'ombre qui sont quand même un peu encore béantes. Et là, je pense qu'il y a actuellement, aujourd'hui, il y a une délégation qui est arrivée en France pour demander les archives que je réclame, moi, devant la justice française depuis des années maintenant. Et donc, peut-être que je ne suis pas sûre que l'État français va dire, bah, ça y est, on va ouvrir le coffre-fort où on a toutes ces archives. Mais en tout cas, il faut pas qu'il lâche prise par rapport à cette demande. Alors, si ces archives si importantes ont été détruites, ben, il faut qu'il donne le bordereau de destruction. Si c'était une destruction sauvage, eh ben, il faut qu'ils aillent chercher les responsables.